Vous êtes bon public. Pourquoi j'ai été amené à écrire ce livre? C'est en partie dû à mon expérience comme avocat, c'est-à-dire qu'un cabinet d'avocats, de même qu'un confessionnal ou le cabinet d'un psychiatre, vous ouvre un petit peu la vie intime, enfin même beaucoup, la vie intime des gens. Donc vous avez des dossiers, et parmi les dossiers qu'on est chargé de traiter, et on est obligé, hein, il y a parfois des dossiers donc, qui portent sur cette question de la pédophilie. Bon, c'est parti comme ça, mais ensuite, il y a, encore une fois, j'insiste, les discussions avec des membres des sections d'égalité et réconciliation, à l'occasion de séminaires, à l'occasion de réunions, à l'occasion de conférences. Et donc ça, ce sont des gens comme vous et moi qui sont amenés à donner leur avis, à poser leurs questions, etc. Et ça contribue à l'écriture d'un livre. En particulier pour la deuxième partie de ce livre, qui était d'ailleurs un petit peu en sommeil. Ce qui a relancé la chose, c'est la loi Schiappa, mais que je voyais d'un œil un peu distrait. Et puis il y a un responsable que je peux remercier, le responsable Provence-Alpes-Côte d'Azur de la section d'égalité et réconciliation, qui m'a retransmis des questions que des gens se posent, c'est-à-dire on ne comprend rien à la loi Schiappa. Il y en a qui disent une chose, d'autres qui disent le contraire. Est-ce que vous pouvez nous donner votre avis? Et là-dessus, je laisse mes dossiers en plan pour regarder ça, en me disant, bon, c'est un peu pénible, là, je vais perdre 10 minutes là-dessus. Et puis finalement, je perds 1 heure, 2 heures, 3 heures, 1 semaine, 15 jours, et je me rends compte que je suis en train d'écrire la deuxième partie du livre. Vous voyez, voilà comment ça se passe. Donc un travail, et d'ailleurs, je précise que ce livre qui fait dans les 130 pages, si je prenais le temps, il pourrait en faire 500, parce que c'est un thème extrêmement riche. Et avec des questions qui restent ouvertes. En fait, j'ai voulu restituer une forme, enfin restituer, j'ai voulu apporter une sorte de cadre à cette question, mais qui n'est pas terminée. Et l'un des intérêts que je trouve, moi, à ces conférences, dédicaces, débats, hein, c'est aussi que je puisse enregistrer, je dirais, les questions que vous me poserez ou que vous vous poserez, et puis qu'en échange, je puisse, si j'ai des réponses à apporter, je les apporterai, mais c'est important que je sache un petit peu où est-ce qu'on en est. Bon. Voilà, bon, pour une entrée en matière. Parce que, où en est-on? Alors, lorsque j'ai donné la conférence il y a une semaine à Mulhouse, j'ai trouvé une façon d'entrer en matière qui résume assez bien ma démarche. Je constate qu'il y a quelque chose qui est assez unanime, enfin largement majoritaire, c'est l'horreur pour la pédophilie. Et le scandale et la révolte que ça provoque, et même ou l'incompréhension, l'étonnement, enfin bref, ça éveille des sentiments qui sont très forts. Ce que je constate en observant ce qu'il se passe avec la presse, avec les tribunaux, c'est que ce mouvement populaire de scène révolte ne s'oriente pas de la part des médias ou des magistrats ou des tribunaux, à ma connaissance, ne s'oriente quasiment jamais vers la répression de réseaux. Vous voyez, puisque c'est quelque chose qui travaille beaucoup, c'est la question des réseaux pédophiles. En réalité, de quoi entend-on le plus parler? On entend parler qui est-ce qu'on met en accusation, essentiellement l'Église catholique, et accessoirement, mais de manière non négligeable, ça je l'ai constaté en étudiant, la famille, en tant que cellule. Voilà. Donc, en somme, qui sont les deux grands prédateurs sexuels, soi-disant, le père et le prêtre. Voilà. Bon. Alors, je pense que ça mérite de se poser des questions. Parce qu'il s'agit quand même des deux dernières cellules protectrices de l'individu. Si vous éliminez ce qu'il reste, qui est moribond, hein, de ces deux institutions, après il n'y aura plus rien, hein, ça sera terminé. Bon. Alors voilà comment je peux organiser les choses, c'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive à ça, comment est-ce qu'on arrive à manipuler les gens et les esprits
et l'opinion, et ensuite je reviendrai sur vers quoi je creuserai sur ces questions de lutte contre l'Église, encore que ce sera peut-être le temps à ce moment-là de passer aux échanges. Mais je voudrais surtout, c'est par là que j'apporte quelque chose, c'est insister sur comment est-ce qu'on arrive à manipuler l'opinion, à vous manipuler comme à me manipuler, à nous manipuler tous. Hein. Et puis j'y inclus d'ailleurs Emmanuel Macron et Marlène Schiappa, qui sur cette fameuse loi Schiappa se sont complètement plantés. Hein. C'est une catastrophe d'incompétence, on n'a jamais vu mieux, mais je ne leur jette pas la pierre, parce que, je vous dis, pour comprendre où on en était du point de vue juridique avec ces questions, il m'a fallu au moins 1 an de travail. 1 an de travail et d'errements et d'hésitations et de travaux, dont d'ailleurs je suis redevable, là encore, à Égalité Réconciliation, par les formations qu'ils dispensent. Vous savez, les formations juridiques, tout en enseignant, permettent d'éclaircir des questions. Bien. Alors comment? Eh bien précisément en étant dans la confusion. Dans la confusion, dans la méconnaissance et dans l'incompréhension de ce que signifie la pédophilie. Qu'est-ce que c'est? En réalité, on est dans la confusion la plus totale parce que c'est pour une bonne part un concept qui est juridique. Il est également médical, il est également psychiatrique, mais il l'est directement, mais il l'est aussi indirectement, parce que en fait, le droit se réfère à des notions médicales et des notions physiologiques et psychologiques, mais inversement, il semble que les psychiatres eux-mêmes aient tendance à être victimes des erreurs des juristes. Bref, il y a un dialogue entre le droit, la loi et, disons, les sciences dures. Enfin, je ne sais pas si on peut parler de sciences dures. Alors, en ce qui concerne le droit, il y a une confusion incroyable que j'explique. J'explique par le fait que, et c'est là que je creuse ces aspects-là historiques et philosophiques dans cet ouvrage, c'est que le droit occidental est un droit hérité du Moyen-Âge, et hérité également de l'Antiquité. C'est-à-dire c'est un droit hérité d'époques où les juristes avaient atteint un niveau de rationalité que nous-mêmes n'arrivons plus à rejoindre. Mais nous avons ce droit en héritage, ce qui explique la complexité que nous ressentons, parce que c'est un droit qui est bâti, bon, les bases sont saines et rationnelles, mais nous en avons perdu la compréhension. Hein, il y a eu 2 grands efforts historiques. Et le premier effort, c'est la jurisprudence romaine, c'est il y a 2000 ans. Et c'est eux, par exemple, qui ont travaillé sur la notion très importante pour notre sujet de la pédophilie, la notion de puberté. Quand est-ce qu'on passe de l'enfance à l'âge adulte? Bon, et ça, on a perdu complètement la nuance. Hein. Déjà, c'est une première chose à noter. J'ai observé que nous vivons dans la confusion complète de la frontière entre l'enfance et l'âge adulte. Et cette confusion, elle a une histoire. Et elle n'est pas d'hier. Elle ne date pas de la loi Schiappa. En fait, il y a des batailles qui se mènent déjà à Rome sur la question de la limite entre l'enfance et l'âge adulte. Bon. Mais aujourd'hui, on est dans la confusion. Et je pense même que nous pourrions englober, et c'est gravissime, vous le comprenez, pour la pédophilie qui se définit comme le rapport entre un adulte et un enfant. Bon. Rapport sexuel. Si vous commencez par ne plus voir la limite entre l'enfant et l'adulte, vous comprenez que c'est une catastrophe pour comprendre. Ben, déjà, ça, si vous voulez, c'est le fait massif que j'ai pu constater. Voilà l'un des moyens. Bon. La limite entre l'enfant et l'adulte, je pense qu'elle tente à être obscurcie et niée
à peu près comme toutes les limites, en tout cas comme beaucoup d'autres limites, et beaucoup d'autres discriminations. Il est bien connu qu'on ne veut pas voir de différence entre les races. Bon. Mais on ne veut même plus voir de différence entre les sexes. On ne veut plus voir même, à y réfléchir, de différence entre les espèces. Il ne faut plus voir de différence entre l'homme et l'animal, vous voyez ? Eh bien, je pense que dans cette espèce de confusionnisme généralisé, on peut ranger également la nuance entre l'enfance et l'âge adulte. Voilà, on pourrait le creuser un petit peu. À la limite, c'est peut-être pas tant qu'on ne veut plus la voir, c'est qu'on prétend qu'elle est artificielle. Vous voyez ? Regardez la différence entre les nationalités, par exemple. Entre un Français et un étranger. La différence est devenue artificielle. C'est au sens où c'est une construction de l'État. C'est l'État qui dit « vous êtes français, vous n'êtes pas français ». Vous comprenez ? Et c'est démontré, entre l'enfance et l'âge adulte, malheureusement, on est dans cet état d'esprit. C'est-à-dire c'est l'État, c'est la loi, c'est le législateur qui détermine qui est enfant et qui est adulte. Et ça se manifeste très simplement par cette fameuse bataille autour de l'âge. L'âge. Voilà. 12 ans, 13 ans, 14 ans, 15 ans, l'âge du consentement. Alors, pour en revenir à des bases saines, il est certain que la puberté est un seuil, est une limite. C'est-à-dire, il y a vraiment deux états de l'être humain. Avant la puberté, c'est un enfant, et après la puberté, c'est un adulte. Reste à discuter du critère. Qu'est-ce qu'on entend par puberté ? Ce qui a toujours été discuté, mais en général, on est d'accord pour dire que la puberté, c'est la capacité d'engendrer. C'est-à-dire, quand vous êtes nubile, bon. Alors, il y a une petite phase critique, c'est le moment qui précède, les quelques semaines ou les quelques mois qui précèdent. On est sur une limite. Bon. Mais ça, ce sont des critères physiologiques, à la limite gynécologiques même, vous voyez ? Bon. Et quand on arrive avec l'âge, le problème, c'est qu'on va se trouver devant deux types de situations qui sont, selon moi, tout aussi scandaleuses l'une que l'autre. Si vous fixez, quel que soit l'âge que vous fixiez, que vous partiez sur 16 ans, sur 15 ans, sur 14 ans, sur 13 ans, sur 12 ans, bon. En psychiatrie, on parle d'un âge moyen de 12-13 ans. Et puis alors, il y a l'espèce de pédophilie légale qui est l'âge de 15 ans. Enfin, c'est discutable, c'est pas vraiment l'âge de... mais bon, bref, mettons 14 ans. Bon. Quel va être le résultat ? Vous allez avoir, pour prendre un exemple, une jeune fille de 14 ans et demi, donc qui est censée être une femme, une adulte, d'accord ? Qui va avoir des rapports avec un homme de 30 ans, mettons, et on est entre adultes. Bon. Or, il est fort possible que cette fille n'ait pas fait sa puberté encore. Il y a des pubertés tardives, vous comprenez ? Donc, en fait, la loi, en posant une vision artificielle du seuil de la puberté, elle est en train de créer des situations de pédophilie cachées. Vous voyez ? Ça, c'est un premier. Mais ça marche aussi dans l'autre sens. Vous pouvez avoir une fille de 13 ans et demi, par exemple, d'origine africaine. Il est connu que les Africains ont une puberté qui se développe plus tôt. Donc vous avez une fille de 13 ans et demi qui a fait sa puberté à 9 ans ou à 10 ans, ça arrive, qui est parfaitement formée, qui a déjà une expérience, elle pourrait même être déjà mère de famille, ça arrive en Afrique. Et alors elle a 13 ans et demi, j'ai dit, c'est ça, elle a 13 ans et demi, elle va avoir des rapports, encore une fois, avec un homme de 30 ans, et là, il va être accusé, et paraître d'ailleurs aux yeux de l'opinion publique, comme un dangereux pédophile. Vous comprenez ? Et c'est le cas classique, mais ça, on voit ça en France depuis des années, c'est celui qui va en boîte de nuit, qui sort avec une fille, et puis voilà, il se retrouve devant les tribunaux en plaidant qu'elle lui avait menti sur son âge. C'est un cas classique. On voit là déjà un premier genre de problème, sachant que ce genre de difficulté avec les présomptions légales se complique à outrance avec des entrecroisements de questions. J'ai d'ailleurs terminé mon ouvrage sur un tableau
avec, je ne sais plus, tout un certain nombre d'hypothèses pour arriver à bien cadrer les différents cas. Parce que ce qu'il faut comprendre, j'en reviens aux bases rationnelles et saines d'origine, c'est que quand vous avez quelqu'un qui est pubère, ça signifie aussi qu'il y a eu un mûrissement. Alors je ne suis pas médecin, je ne pourrais pas décrire exactement de quoi il s'agit, mais le système nerveux connaît des transformations à ce moment-là. Je crois que il y a quelque chose au niveau du cerveau. De toute façon, la puberté, aux dernières nouvelles, elle se déclenche d'abord dans le cerveau. C'est là que l'ordre est donné et puis qu'ensuite les choses se déclenchent. Mais il y a une maturité qui se traduit notamment par plus de réflexion. Alors après, c'est toujours difficile, parce que vous avez quelqu'un qui est réfléchi, qui a une libido qui s'est développée, donc si c'est une fille, elle est attirée par les hommes, si c'est un homme, il est attiré par les garçons, initialement, normalement, disons. Enfin, je sens que je vais me retrouver encore devant la 17e chambre correctionnelle pour des propos homophobes. Bon. Il y a puberté, il y a passage à l'âge adulte. Bon. Mais l'âge adulte, le passage à l'âge adulte, c'est comme un pilote inexpérimenté qui se retrouve au volant d'une Formule 1. C'est ça, en fait, qui se passe. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui a le corps le plus attirant du point de vue esthétique et qui, en même temps, a un esprit qui n'est pas encore exactement conscient de ce qui se passe. Mais il a des envies, ça c'est clair. Et puis il attire aussi les envies. Mais on n'est pas dans la pédophilie. Vous savez que les psychiatres, jusqu'à présent, refusent de considérer pédophile l'homme attiré par les jeunes filles, c'est-à-dire les toutes jeunes filles. C'est-à-dire, peu importe leur âge, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de physique. Être attiré par le galbe du fessier, par la poitrine, par le visage, si on considérait que pour un homme, c'est une perversion, une paraphilie, une maladie mentale, d'après les psychiatres, il faudrait mettre les gens normaux dans les hôpitaux psychiatriques et les gens malades à l'extérieur, parce que sinon il n'y aurait plus de place. Et pourquoi, disent-ils? Ça s'explique par tout simplement une nécessité pour l'espèce de survie. Parce que la jeune femelle est extraordinairement, et d'une fertilité qu'elle ne retrouvera plus jamais dans sa vie. C'est-à-dire qu'ensuite, ça décroît jusqu'à la ménopause. Bon. Donc, il y a quelque chose d'animal, si vous voulez. Bon. Mais on ne peut pas dire que c'est de la pédophilie, parce que la pédophilie, c'est l'attirance pour l'enfant. C'est ça. C'est vouloir commettre un acte sexuel avec un être qui est incapable de toute reproduction, et qui n'est pas du tout prêt ni fait pour ça. Vous comprenez? Bon. Ça ne veut pas dire que ce soit très bien et autorisé, mais c'est un autre problème, c'est ce qu'on appelait dans l'ancien droit le problème. C'est pour ça que j'ai mis ça dans le titre, ce qui peut paraître un peu provocateur, mais ce n'est pas du tout de la provocation, c'est ce qu'on appelait autrefois la séduction. C'est-à-dire que l'on condamnait les dragueurs, les séducteurs, qui, par exemple, racontaient aux jeunes filles qu'ils allaient se marier avec elles. Vous voyez? Pour les déflorer, pour profiter de bons moments, et puis ensuite passer à autre chose. Bon. Ça s'appelait de la séduction. Et c'était gravement réprimé. Mais ce n'était pas réprimé comme du viol. En tout cas, c'était certainement pas réprimé comme de la pédophilie. Bon. Alors, c'est là que, du point de vue juridique, ça se complique un peu. Et si vous voulez, je peux aborder ce point, si vous le souhaitez, que je vous explique le problème dont on a tellement parlé avec la loi Schiappa sur le consentement. Et c'est là qu'on a justement ce fameux droit sophistiqué, j'ai dit, hyper sophistiqué. Alors, dans une société barbare ou une société primitive, la question ne se pose pas. Mais, comment vous expliquer ça? Déjà, le Moyen-Âge occidental est héritier de siècles de civilisation.
est un système capitaliste déjà sur sa lancée. Et du point de vue juridique, je le répète, il y a une technologie. Et notamment, au cœur, c'est bien le cœur de la technologie libérale, c'est le contrat, c'est le consentement. Alors, ce qu'il faut parvenir à comprendre lorsqu'on n'est pas juriste, mais c'est valable dans toutes les autres sciences et dans tous les domaines, hein, même le bricolage, c'est que ce qu'on a réussi à comprendre et à concevoir pour un domaine, on peut le transposer. Donc en réalité, en matière d'infraction pénale et de rapport sexuel, c'est la même chose que pour la théorie du contrat. C'est la même théorie. C'est précisément la théorie du consentement, qui est l'une des théories, des conceptions centrales du droit occidental. Bon, elle existe en droit pénal sous l'aspect des éléments généraux de l'infraction. Bon. Alors, bon, c'est un peu technique, mais vous savez que j'ai fait du droit. Alors là, si vous êtes d'accord, on va en faire un peu. On en a déjà fait beaucoup jusque-là. Vous avez trois strates. Alors, dans mon ouvrage, je les ai pris, je pense, dans le désordre. Je vais les prendre dans l'ordre. En fait, le soubassement, c'est ce qu'on appelle le discernement. Pour passer un contrat, pour acheter une maison, mais aussi quand on est un délinquant pour commettre une infraction, et également quand on est un jeune homme ou une jeune fille pour pouvoir dire oui à un acte sexuel, il faut déjà avoir le discernement. Alors, il n'y a pas seulement les enfants impubères qui n'ont pas leur discernement. Il y a aussi les gens qui sont pris de boisson. Quelqu'un qui est ivre-mort, il n'a pas son discernement. Un aliéné qui est en crise de démence, il n'a pas son discernement. D'accord ? Un somnambule, il n'a pas son discernement. Vous avez même le cas, par exemple, du conjoint ou de la femme qui est endormi. Si vous commettez un acte sexuel avec une personne qui dort, elle n'a pas son discernement, elle n'a pas consenti. Elle n'avait pas son discernement, elle n'a pas pu consentir. Alors, en ce qui concerne notre question de la pédophilie, j'ai été obligé de remonter pour avoir une doctrine qui soit sérieuse et claire et rationnelle à avant la Révolution, chez un des derniers grands pénalistes du droit français qui s'appelait Mouillard de Vouglans, qui est connu comme ayant été l'opposant de Beccaria. Beccaria, c'est le droit pénal libéral, c'est la Révolution française. Mouillard de Vouglans reconnaissait sa dette vis-à-vis des médiévaux et notamment des théologiens et des canonistes. Et chez Mouillard de Vouglans, on apprend quelle était la jurisprudence en France. C'était la suivante: lorsqu'on a un enfant, et au sens physiologique, c'est-à-dire lorsqu'on a un immature, un impubère, cela fait preuve de son absence, de son incapacité, de l'absence de discernement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Il n'y a pas de discernement, il ne peut pas consentir. Il n'y a pas la base, il n'y a pas le socle de base. Donc il y a viol. Et il y a un viol en plus particulièrement atroce et puni d'autant plus sévèrement qu'il s'agit d'un viol commis sur un enfant. C'était ça l'état du droit, avant la Révolution française. Et il n'y a surtout pas d'âge. Je me répète, vous avez compris que si on commence à mettre un âge, on va se retrouver avec des espèces de femmes ou d'hommes faits qui auront 14 ans, si le seuil est fixé à 13 ans, par exemple, et ce sera complètement artificiel, car en réalité, ils auront leur capacité de base de discernement. Bon. Alors, ça, c'est le premier socle, vous voyez, comme quoi la question de la pédophilie, elle est réglée d'emblée. Impuberté, viol. Il n'y a pas de discussion. Et il y a même un cas d'école, disons, intéressant, c'est le cas qui peut arriver, de deux impubères qui commettent l'acte ensemble. Ça peut arriver, parce qu'ils ont vu la chose, ils jouent, ils ne savent pas. Bon. Eh bien, objectivement, on est face à deux viols. Chacun est victime d'un viol. Mais, comme chacun, en tant qu'auteur,
n'a pas la capacité de discernement, il ne peut pas non plus être coupable. Vous comprenez? Voilà un cas d'école qui est intéressant à retenir. Vous voyez, 2 enfants, 2 impubères. Voilà, bon. Voilà, ça c'est le discernement. Alors, ensuite, s'il y a puberté, c'est là qu'il est intéressant d'examiner les 2 autres niveaux dans la théorie du consentement. Il n'y a pas que le discernement. Il y a notamment en droit des contrats, il y a 2 autres strates. Il y a notamment la violence. La violence et la contrainte. Bon, y compris la contrainte morale. Il est certain que si c'est quelqu'un qui va bientôt, qui est en phase prépubère, c'est-à-dire le proxima pubertatis, je crois qu'on disait en droit romain, c'est-à-dire celui qui est bientôt pubère, il n'est pas évident qu'il ne cède pas facilement à la contrainte morale. Et ce sera facile à dire et à prouver. Et il faudra forger l'intime conviction des magistrats. Leur expliquer que cette jeune fille, par exemple, qui était âgée de 13 ans, était encore un pubère à 12 ans et demi. Vous comprenez? Que par ailleurs, elle était... alors, sous l'Ancien Régime, il y avait aussi un distinguo entre les filles de mauvaise vie et les femmes de bonnes conditions et de bonnes mœurs. Bon, on distinguait, je suis désolé, l'Ancien Régime était plus réaliste que nous, entre l'oie blanche et puis il y avait des prostituées, enfin, c'est la réalité. Hein. Bon. On distinguait. Et c'est vrai que commettre l'acte avec une fille qui a 13 ans, qui sort en boîte de nuit depuis 1 an, par exemple, et qui est connue, c'est un peu injuste, reconnaissez-le, de traîner le pauvre puceau qui s'est fait attraper avec elle devant les tribunaux. Vous comprenez? Bon, il y a quand même quelque chose à réfléchir. Et qui d'ailleurs, lui, si ça se trouve, il est impubère, mais il a l'âge légal. Vous imaginez le truc? Donc ça, c'est la contrainte, la violence. Parce que quelqu'un qui est contraint, qui est violenté, on ne peut pas considérer... Il a pu comprendre ce qu'il voulait, hein, il peut comprendre, il sait, en tout cas, il a la capacité de discernement. On ne se pose pas de savoir s'il comprend ou pas, mais en tout cas, il est forcé. Ce n'est pas lui qui veut, il est forcé. Bon. Et puis, dernier niveau, il y a la personne qui s'est trompée. C'est-à-dire qu'on l'a trompée, ou c'est ce qu'on appelle en droit des contrats, l'erreur ou le dol. C'est tout à fait comparable. C'est le 3e niveau. L'erreur. Vous avez, alors moi j'ai jamais eu ce cas personnellement pour moi, mais ça m'est arrivé plusieurs fois devant les tribunaux de voir ça. C'est le problème par exemple, de kinésithérapeutes ou de médecins qui disent à leurs patientes ne bougez pas, ça va bien se passer. J'ai une petite méthode qui va vous faire du bien. Bon, ça c'est du viol, parce que la brave dame croit religieusement son médecin qui lui dit qu'elle va guérir. En fait, pas du tout, c'était pas une thérapie du tout. Hein. Mais j'ai vu devant des magistrats, hein, c'était pas un médecin, je crois que c'était un kinésithérapeute, hein, qui disait que si, ça leur faisait du bien. Hein. Et surtout psychologiquement. Bon, écoutez. Mais ça fait partie du débat. Hein. Donc ça, c'est la 3e strate, c'est l'erreur. Je reviens à notre sujet grave. Ça signifie quoi? Effectivement, vous pouvez avoir une jeune fille qui est pubère à 9 ans. Ça arrive. Ça arrive. On ne pourra pas parler de viol systématiquement juste à cause du problème de la puberté et de l'impuberté. Comme elle est pubère, on ne pourra pas dire qu'elle n'a pas son discernement. Néanmoins, on pourra plus facilement plaider l'erreur. L'erreur. Elle ne savait pas, elle ne comprenait pas ce que lui voulait ce monsieur qui était peut-être de la famille ou qui avait autorité sur elle, qui s'est approché d'elle, qui s'est serré contre elle, elle n'a pas trop compris ce qui se passait, elle s'était habillée à la mode. À la mode, elle n'avait pas compris, elle était en mini-jupe et en string, mais c'est juste pour suivre la mode. Elle a bien senti qu'il y avait un petit truc qui lui faisait mal, mais c'est tout, c'est pas, ça arrive, c'est pas aller plus loin. Puis ensuite, elle est allée aux toilettes, il y avait du sang, bon, voilà. Et puis, 15 jours après, elle a compris ce qui lui était arrivé.
Ça arrive, ce genre de choses. Bon, là, c'est du viol. C'est du viol. C'est du viol. Mais restons, comme disait Alain Soral, il a très bien résumé ce qu'était le droit, le vrai droit occidental. C'est la morale plus la logique. Alors, la morale, c'est la logique au service de la morale et la morale au service de la logique. Ne découplons pas les deux. Parce que c'est quand vous découplez les deux que vous avez en réalité une morale qui part de travers ou que vous avez une logique qui devient irrationnelle. Voilà. Bon, je pense que je peux terminer sur ces mots. La première phase, si vous voulez, la phase exposée, qui permet de poser le cadre. Je pourrais développer ensuite vers quoi on s'oriente quand on mobilise l'opinion publique, je l'ai déjà dit, l'Église romaine, les musulmans, les juifs quand ils sont ultra-orthodoxes et antisionistes, hein, c'est remarquable. La famille, par exemple, quand dans des pays comme l'Afghanistan ou l'Indonésie ou l'Iran, on fait des mariages traditionnels qui consistent effectivement à marier des filles, pubères précisément, donc des filles à 13 ans, à 14 ans, tout simplement parce qu'on posera la question, mais qu'est-ce qu'elles vont faire sinon de 13 à 18 ans, je veux dire. Aller dans les écoles de l'OTAN, ah oui, ça d'accord. Comprenez? Donc en fait, ce à quoi on porte atteinte, c'est à la famille traditionnelle. C'est le cas dans nos pays. On interdit maintenant le mariage avant 18 ans. Par contre, on éduque à la sexualité. Et puis pas à n'importe quelle sexualité. Hein. Il est bien, par exemple, qu'un jeune garçon ait des rapports avec une dame âgée. Hein, les cougars et tout, c'est à la mode. Bon. Ou alors il est bien que deux hommes aient des rapports ensemble. C'est bien. Ou deux femmes. Oui. Donc, voilà un peu la situation. Voilà, j'arrête là et puis je passe naturellement la parole à ceux qui veulent intervenir. Vous pouvez applaudir hein, si vous voulez. Maître, bonjour. Bonjour Pierre. Bonjour Pierre. C'est un peu une thérapie de groupe ici. Hein. Oui, ce que je voulais savoir, c'est, vous disiez tout à l'heure qu'il faut se baser sur la morale et sur l'honnêteté. La logique. C'est pas moi, c'est Alain Soral, qui a fort bien, et peut-être au contact des tribunaux, il a fort bien résumé le cœur de la philosophie du droit occidental. Et lui seul peut le faire, il faut être extérieur pour arriver à voir ça. Morale plus logique. Oui, donc sur quel... Ce qui donne la justice. Oui. Sur quelle morale celle-ci est basée, sur quel corpus on peut s'appuyer en disant oui, c'est moral. Sur quoi on peut se baser? Parce que lorsqu'on dit que c'est moral, c'est à géométrie variable pour certaines personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Pour certains, ça va être très moral. Pour d'autres, ça va alors je vais vous poser une question, parce qu'il faut... J'ai justement, c'était ce que j'ai découvert en travaillant cette question, il faut bien distinguer, à mon avis, hein, la question de la pédophilie, c'est-à-dire les rapports sexuels entre adultes et enfants, c'est déjà une chose. Et à mon avis, c'est quasiment inframoral, c'est ancré dans la nature. Et puis après, il y a la question de la vie sexuelle des individus, de l'organisation de la famille. Et là, c'est à la fois moral, culturel, religieux, politique et juridique. Et il y a du travail, il y a des luttes à mener sur ce terrain-là. Mais je pense qu'on a à gagner. On a à gagner à ne pas mélanger les deux. Parce qu'on s'épuise. On s'épuise nerveusement, intellectuellement, physiquement, et même juridiquement devant les tribunaux, dans les poursuites, etc., à ne pas isoler le combat, à pas l'identifier. Il y a pédophilie, je me répète, ces rapports entre sexuels, adultes, enfants, ça c'est une chose. Et puis après, ou aussi,
c'est autre chose. C'est aussi un combat, mais il faut bien le séparer. C'est la question de ce que j'appellerais la police des mœurs. La police des mœurs. Et là, le travail est... Et si vous essayez de mener la police des mœurs au nom de critères de lutte contre la pédophilie, vous allez vous déconsidérer totalement. Et vous allez tomber complètement à côté. Du point de vue de la police des mœurs, il faut faire le constat actuel. Actuellement, on n'est pas dans la police et la défense des bonnes mœurs, on est dans la police et la défense et la protection des mauvaises mœurs. Merci, merci. Je vous en prie. Moi, j'aimerais savoir si c'est pas tout ce qui tourne autour de la pédophilie, c'est aussi un moyen, en discutant de l'âge, de consentement, de cacher la pédocriminalité qui existe dans les hautes instances, dont on ne parle jamais. Il y a juste des gens comme nous qui sont à peu près au courant de ce qui se passe. Mais j'ai l'impression qu'on utilise la loi Chiappa et toute cette histoire de pédophilie au sein de l'Église, la famille, pour vraiment ne pas parler de cette pédocriminalité qui existe. Non, mais c'est exactement ce que j'ai dit, et ça ressort de la conférence de Mulhouse, et notamment, c'est Alain Soral qui s'était chargé, parce qu'il est beaucoup plus documenté que moi et depuis très longtemps, de parler plus particulièrement du phénomène, notamment de ce qu'on pourrait appeler une sorte de pédocriminalité initiatique, et une pédocriminalité sataniste, enfin disons. Et il faut prendre. Et alors là, la réflexion, c'est que pour avancer, alors certainement, on fait beaucoup de battage pour qu'on ne s'intéresse pas à ce sujet-là, qui est intéressant. Donc je vous renvoie à cette conférence. Et par ailleurs, si vous voulez vous documenter, c'est vrai qu'il faut travailler sur deux axes. D'abord, il y a l'axe anthropologique, c'est-à-dire comment les sociétés primitives vivent des pratiques, notamment de cannibalisme, de torture. Enfin bon, là, vous pouvez lire Clastres, Godelier, et des pratiques aussi initiatiques qui passent par des activités sexuelles qui pourraient nous choquer, nous vraiment. Enfin, Godelier notamment. Enfin, si vous y tenez, je pourrais en parler tout à l'heure, mais c'est quand même. Et puis il y a ça. Et puis par ailleurs, il y a tout ce qui concerne, disons, les débuts de la civilisation, qui connaissaient parfaitement le sacrifice humain, la prostitution sacrée. Donc il y a tout un univers dont les sectes et les sociétés secrètes, certaines, peuvent se revendiquer ou se croire les héritières. Vous voyez ? Et parce que sacrifier un enfant, c'est dans la Bible. Abraham, le judaïsme, ça commence comme ça. C'est Abraham qui sacrifie le premier-né. Bon. Alors, et puis, il ne reste plus de ça que, visiblement, la circoncision du 8e jour, si j'ai bien compris. Ou bien le sacrifice du mouton. Et puis, ça c'est lié aussi avec le phénomène de l'Eucharistie et de la crucifixion, et du sacrifice de notre Sauveur. Bon, donc vous voyez, c'est vrai que ces questions-là mobilisent beaucoup de compétences, la théologie, l'histoire, le droit. Et moi, j'ai constaté que dans ma partie, dans mon domaine, qui était l'un des domaines importants, il y avait une confusion totale. Et notre législation, comme toutes les législations occidentales, est très mal faite, avec quantité de failles qui sont des fenêtres de tir, que je pense que les pédophiles connaissent. Voilà. Tenez, juste pour les réseaux, pour arriver à des choses qui sont visibles et connues. C'était en 78 que Valéry Giscard d'Estaing, si je ne me trompe pas, a fait passer la majorité de 21 à 18 ans. Bon. Il y avait l'infraction de corruption de mineurs, d'incitation de mineurs à la débauche. C'est-à-dire qu'une jeune fille de 20 ans, vous ne pouviez pas lui faire un gangbang ou comment on appelle ça, Attendez,
Non, c'est trop gentil la partouze. Non, il y a des trucs plus... Enfin, les trucs japonais, là, les bukake, voilà, les choses comme ça. Bon, vous pouviez pas, parce que c'était une mineure, vous comprenez? Vous faites descendre la majorité à 18 ans, mais pour l'industrie pornographique, et là, ce sont des réseaux, excusez-moi, hein, ce sont des réseaux du capitalisme international, d'accord? Eh bien, pour les réseaux, c'est une manne. Et puis pour les réseaux des proxénètes aussi. Et puis pour... enfin bref, vous voyez? Or là, on est en train déjà de vouloir faire voter les jeunes de 16 ans. Vous voyez? Donc, et de promouvoir la sexualité le plus tôt possible. Donc, du point de vue de la question des réseaux pédocriminels, il faut s'interroger sur une sorte d'extension de la pornographie en dessous de 18 ans, qui sera légalisée. Ça me permet de caser aussi un autre aspect que Axel Red avait noté, c'est que dans l'industrie pornographique, depuis quelques années, il y a une mode pour, comment on appelle ça, le pubis glabre. C'est glabre le mot? Parce que des fois j'ai des problèmes de dyslexie. Voilà, bon. Et Axel Red avait noté que, en fait, les canons actuels de la beauté, c'est même plus la jeune fille, c'est l'enfant. C'est la jeune enfant, vous voyez? Bon, là on est vraiment, on est devant des choses visibles et qui peuvent se combattre, hein, avec des incitations et des images qui sont partout placardées dans les rues, sur Internet. Regardez l'énergie que l'on dépense à lutter contre le négationnisme et contre l'antisémitisme. Est-ce que vous pouvez imaginer un portrait de Forisson placardé dans tous les kiosques à journaux de France? C'est pas possible. Bon, et pourtant, depuis des années, enfin, je veux dire, c'est un étalement. D'ailleurs, je ne sais pas si Forisson, c'est le bon exemple, parce que c'était quand même, lui, il était pour la rationalité, bref, passons. Voilà, vous avez compris. Hein. Donc, en fait, il y a les moyens pour lutter contre, mais on ne lutte pas contre, on est plutôt dans la démarche inverse, hein. Bien le comprendre. Hein. Bon, et je passe sur les distributeurs de préservatifs dans les collèges, les cours, enfin bref, vous connaissez tout ça. Bon. Il y a une validation des parents aussi. Et s'il n'y a pas de micro, on ne peut pas... Il y a une validation des parents aussi. La dame a ajouté quelque chose que je n'ai pas compris. Il y a une validation des parents aussi. Il y a une validation des parents aussi. Je ne comprends pas. En fait, tout ce qui se passe dans les collèges et lycées avec l'enseignement qui se pratique maintenant, les parents valident. Je ne vois pas beaucoup de parents qui se manifestent aussi pour dire non, c'est pas le sujet. Ah, c'est le mot qui me perturbait, excusez-moi. Parce que valider, c'est évoquer, c'est un terme juridique. Vous voulez dire que les parents ne sont pas contre, ils sont pour. Il y en a même qui sont pour. Ils insistent pour que... Oui, mais ils disent on a changé, on est une autre époque. D'accord. Voilà, il faut comprendre. L'expérience sexuelle à 13 ans et alors, je vois pas le problème. Ma fille est très jolie, je comprends qu'elle suscite. Ouais, enfin, vraiment, il y a des parents comme ça. Donc, je vous dis par expérience. D'accord. C'est vrai que parfois je suis un peu choquée. C'est-à-dire c'est des parents, le père et la mère? Souvent les mamans. Moi, je suis souvent confrontée avec des mamans. Ah. Donc, bon, les papas. Là, c'est peut-être aussi le problème. C'est pas le père alors, c'est la mère cette fois. Non, c'est la mère. Ah oui, parce que les papas ne sont pas très présents non plus. D'accord. Ah, c'est intéressant tout ça. Non, ils ne sont pas très présents parce que tout ce qui concerne la scolarité, par exemple, ce sont souvent les mamans qui sont là. Et les grands frères, qu'est-ce qu'ils disent? J'en ai pas vu beaucoup. Voilà. Parce que, si vous voulez, le problème auquel... Oui, parce qu'on ne vous entend pas du tout, madame. Hein. Voilà. Mais c'est normal, hein. Les femmes n'ont pas l'habitude de prendre la parole. Alors, quand une femme a le micro, on baisse le son, vous savez. Alors, c'est bon, j'ai compris la question. Alors, je vais répondre. En ce qui concerne le problème des parents, c'est encore une fois, on est sur le cœur du sujet, c'est la question du corps social, du corps politique. C'est-à-dire qu'au départ, le corps politique, le corps social, c'est la famille. Mais la famille, ce n'est pas la femelle avec ses petits. Ça, c'est pas une famille. Et ce n'est même pas le papa et la maman, contrairement à ce que beaucoup croient. C'est pas un papa, une maman, une famille. Ça fait pas une famille, un papa et une maman. Un papa et une maman, en général, ça fait un divorce. Bon.
Ce qu'il faut une famille, et c'est même pas un papa avec des enfants, c'est pas ce que je veux dire. La famille, c'est un corps politique. C'est-à-dire, c'est une institution. C'est un corps organisé avec une charge à la fois politique, religieuse et de police. Bon. Donc, normalement, c'est à cette institution de faire la police. Alors, c'est vrai que les musulmans et souvent les maghrébins, mais aussi les Corses ou les Siciliens, les Italiens du Sud, qui ont encore gardé une structure qui fonctionne, ils ont ce système-là. Et effectivement, il y a une police des mœurs internes qui est faite par l'oncle qui a l'autorité, par les frères, les petits frères ou les grands frères, etc. Mais c'est contre eux que se dirigent le système et la propagande et l'école et la police et la justice. Vous comprenez? Mais pas contre eux en tant qu'individus. Hein. C'est simplement contre la police qu'ils exercent sur les femmes. Hein? Police de protection, mais police d'interdiction de sortir, d'aller au bal, enfin je ne sais pas quoi vous dire moi, mais c'est tout bêtement ça. Voilà. Donc c'est vrai qu'une femme seule avec ses filles, bon, oui, il y a des cas de perversité, il y a des mères perverses, il y a des mères qui poussent leurs filles à se maquiller, à sortir, à coucher, oui c'est connu, enfin la vieille histoire de C'est vieux comme le monde, hein, la mère maquerelle, ce qu'on appelle une mère maquerelle, ça existe, la mère et ses filles. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a un roman de Pierre Louis, ça s'appelle Trois filles de leur mère, si vous voulez des lectures pédophiliques, Pierre Louis. Là, c'est de la vraie lecture pédophilique, hein. C'est pas Gabriel Maznev, hein. Là, ça y va à fond. Hein. Oui. J'aimerais avoir un petit rappel de quelle était l'essence de la loi Chapa. Est-ce que ça concernait la pédophilie ou plutôt le deuxième problème que vous avez évoqué? Et puis, quelle était l'essence de la loi Chapa? Qu'est-ce qu'elle concernait cette histoire d'âge? Qu'est-ce qu'elle instituait? Peut-être, monsieur, vous pouvez tenir le micro parce qu'il n'arrivera pas. Et puis, vous avez... Excusez-moi. Vous pouvez répéter la question? Oui. Je n'ai pas révisé la loi Chapa avant de venir, bien que j'ai eu une vague idée à l'époque, peut-être maintenant 1 an. Alors, la question c'était concernait-elle la pédophilie et instituait-elle un âge légal? Et puis, donc, la deuxième... On fait la première question déjà? Je veux bien. Alors, j'ai tendance à répondre achetez mon livre. Tout est ici, hein, la loi Schiappa. Mais sinon, il faut savoir que la loi Schiappa, c'est une loi qui a fonctionné sur un scandale médiatique, artificiellement monté. Parce que si vous avez suivi mon exposé, il faut savoir que cette fille qu'on avait baptisée Justine, qui en fait était une jeune africaine, hein, était tombée enceinte. Si elle est tombée enceinte, c'est qu'elle était pubère. Hein. Donc déjà, si la cour d'assises l'a relaxée, c'est peut-être qu'il y avait des raisons. Alors peut-être que l'avocat de cette jeune fille n'avait pas en tête les strates hyper sophistiquées du droit occidental et n'a peut-être pas su argumenter, je ne sais pas, je ne suis pas dans le dossier, ce n'est pas mon dossier. Mais en tout cas, il est certain que cette fille, qu'il n'y avait pas pédophilie, ça c'est clair. Du point de vue du critère de la saine raison et du point de vue du critère psychiatrique aussi, de psychiatres qui raisonnent correctement, parce qu'il y a aussi des psychiatres qui suivent la loi, j'en ai connu, c'est d'ailleurs qui m'ont mis sur la piste du coup. Il n'y avait pas pédophilie, donc c'est un scandale monté artificiellement. Et ensuite c'est un fiasco total, une catastrophe gigantesque, avec un président Macron qui annonce que ce ne sera pas 13 ans l'âge du consentement, mais 15 ans, le Conseil d'État qui dit c'est pas possible, les sénateurs, les députés qui sont perdus, tout le monde est perdu, quoi. Et puis finalement ça passe en catimini en plein mois d'août. Mais qu'est-ce qu'elle voulait faire, Schiappa, je sais pas, j'ai pas compris, personne n'a compris. Qu'est-ce qu'elle a fait, on sait pas trop non plus. Faut lire mon livre. Et il faut lire mon livre, et puis il faut se mettre au travail, parce que en réalité c'est l'actualité. C'est comme si vous me demandiez est-ce que faire la quenelle devant le tribunal de grande instance de Colmar, c'est légal ou c'est pas légal? Bon, moi je dirais, on est en pleine actualité, ça avance, ça évolue. Il faut comprendre que nous sommes au milieu
non pas au milieu des ruines, hein, comme disait Evola, mais nous sommes en plein effondrement. Mais c'est un effondrement continuel. C'est une crise qui n'en finit pas. Et moi, je crois qu'elle peut durer encore longtemps, cette crise. Vous voyez ? Donc, il faut à la fois s'armer, disons, intellectuellement ou spirituellement, si vous voulez, moralement, pour le changement. Maintenant, hein ? Il faut s'armer, mais il faut aussi s'armer pour tenir. Parce qu'il n'est pas dit que ça se change tout de suite. Hein ? Vous savez, l'histoire n'avance pas au rythme des sensibilités individuelles. Vous pouvez en avoir individuellement complètement marre, hein, craquer, mais l'histoire a son propre rythme, qui peut d'ailleurs s'accélérer d'un seul coup. Hein. C'est Drac qui disait ça. C'est un passage très intéressant. Je ne sais pas s'il l'a peut-être répété plusieurs fois, parce qu'il l'a dit à un moment dans une vidéo de 3 heures. Alors j'ai essayé de retrouver le passage, bon, j'ai abandonné. Mais il dit ça, c'est très frappant. C'est vrai que l'histoire, elle a des moments de ralentissement incroyable, quasiment immobilisme. Puis d'un seul coup, sans d'ailleurs qu'on le voit toujours venir, boum, ça change. Hein ? Donc il faut toujours se tenir prêt, mais tout ça pour vous répondre de manière un peu générale. Et la deuxième question ? La deuxième question. Oui, prenez le micro. Laissez le micro, jeune homme. Parce que... La deuxième question, c'est en tant qu'avocat, est-ce qu'il vous est possible de, si je n'ai pas tout compris, est-ce qu'il vous est possible de dire l'âge mobile, c'est pas 13 ans, mais c'est pas pubère. Est-ce qu'il y a cette possibilité pour... Alors, ça rejoint votre première question. C'est ce que voulait supprimer la loi Schiappa. En somme, ça revenait à ça. C'est-à-dire que la loi Schiappa devait dire il y a un âge du discernement. Alors après, ça ne répond pas complètement à la question. Est-ce qu'on aurait quand même pu, après, sous-distinguer entre ceux qui avaient l'âge du discernement mais qui étaient impubères et ceux qui étaient pubères? Est-ce qu'on aurait pu, parmi ceux qui n'avaient pas encore l'âge du discernement, faire la distinction entre pubères et impubères? Ça, je ne sais pas. Mais surtout, je pense que les magistrats auraient été perdus. Avec ces subtilités, ces sous-distinctions et ces distinctions. Hein, parce que si on fait le compte, vous avez la question de la puberté, vous avez la question de l'âge du discernement, et après vous avez le seuil de 15 ans pour les infractions d'atteinte sexuelle. Ça devient compliqué. Hein. Voilà ma réponse. Bonjour Maître Vélier, j'ai une question sur le viol, plus particulièrement sur l'inceste qui est pratiqué dans certaines familles. Et parce qu'on pense toujours, quand on pense au viol, en fait, naturellement, je pense, on a toujours en tête le fait que c'est un étranger à la famille, à la fille, au garçon qui est donc étranger à la famille, donc qui commet ce viol. Alors qu'en fait, il y a, entre guillemets, grosses guillemets, une sorte de viol plus ou moins légalisé, enfin, on va dire pas légalisé, mais en tout cas, qui serait toléré, de l'inceste au sein des familles, que ce soit du père vers la fille, la mère vers le garçon, ou un oncle, une tante, etc. Et malheureusement, je pense que l'inceste perdure depuis très longtemps et on a du mal à le combattre au sens où il faut d'abord, je pense, éduquer les parents à leur montrer que en fait, c'est déjà illégal, bien sûr, et que surtout c'est totalement immoral. Et donc, ça rejoint effectivement ce que disait la police des mœurs. Donc, je pense que la police des mœurs pourrait être un moyen de combattre l'inceste au sein des familles, qui, à mon sens, est peut-être encore pire pour la personne qui en est victime, la fille ou le garçon, parce qu'en fait, elle a la confiance du père, de la mère, de l'autre, de la tante, et donc elle ne s'y attend pas. Oui, bien sûr. J'en pense des tas de choses. Notamment, ça rejoint effectivement la question de tout à l'heure. Si vous avez un corps politique, hein, encore une fois, hein, un corps social qui est organisé, hein, c'est pas la communauté organisée, c'est la famille organisée. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la famille élargie, c'est la grande famille. C'est-à-dire, c'est le père, mais c'est aussi ses frères, ses cousins, ses arrière-cousins. C'est une famille il peut y avoir 10 personnes, mais il peut y en avoir 1000. Hein, c'est un corps politique. Bon. Effectivement, c'est à la police interne, ça relève de la police interne de ce corps politique, les questions d'inceste. Moi, ce que j'ai observé, c'est des cas effectivement
d'inceste, notamment ce qu'on appelle l'inceste du troisième type. Alors là, on est, encore une fois, on est dans des problèmes de familles recomposées, comme on dit. Hein. Comme disait l'autre, ce sont surtout des familles décomposées. Et alors, le problème notamment des beaux-parents. Hein, on veut d'ailleurs reconnaître l'autorité du beau-père. Bon, moi, les cas que j'ai vus, c'était souvent le beau-père. D'ailleurs, le roman de Nabokov, je ne sais pas si vous connaissez, Lolita, hein, qui n'est pas un pur pédophile, hein, c'est un éphébophile, ou un ébophile, parce que je crois qu'elle est pubère, la jeune Lolita. Eh bien, il se marie avec une dame qui a son âge, hein, je crois que c'est 40 ans, parce qu'il a en vue la fille, qui doit avoir 11 ou 12 ans. Vous voyez, bon. Alors moi, j'ai eu un dossier comme ça. J'ai eu un dossier. C'était le cas, et je pense que ça doit pas pouvoir arriver. Voilà. C'est-à-dire voilà, donc les recompositions. Et là, effectivement, ça pose de sérieux problèmes, mais qui rejoignent effectivement, je ne me doutais pas d'ailleurs à quel point ces questions de pédophilie étaient liées à ces questions de ce que j'appellerais de corps politique, sur lesquels je travaille maintenant plus sérieusement. Et là d'ailleurs, justement, ça tombe bien, parce que la question de l'inceste est intimement liée à la question de la structure et la constitution du corps politique. Mais ça, j'ai déjà fait plusieurs interventions sur cette question-là. Parce que vous savez que les sociétés orientales, pour le dire largement arabo-musulmanes, sont parties dans pour moi, une sorte de déviation quand même endogame. C'est-à-dire que les clans, hein, les corps politiques, les grands corps politiques, se sont un peu fermés sur eux-mêmes. C'est ce qu'on appelle le communautarisme. C'est-à-dire que, alors, un frère et une sœur ne peuvent pas se marier. Ça reste vrai. Bon. En revanche, deux frères peuvent marier leurs enfants. Hein? C'est-à-dire, vous avez une fille, vous allez la marier avec le fils de votre frère. Ça, c'est considéré comme le mariage idéal. Donc, vous voyez bien comment, là, le corps politique se referme sur lui-même. Eh bien, en Occident, et ça fait des corps qui sont à la fois très solides, hein, mais en même temps, ça fait une société de manière plus large qui a tendance à, je sais pas, à s'effriter. Parce qu'il y a le phénomène du clanisme. Hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de solidarité entre les clans. Bon. En Occident, on a le défaut inverse qui se manifeste politiquement par l'individualisme. C'est-à-dire que nous, ça c'est l'héritage d'un certain christianisme, mais ce n'est pas la faute des religions. Hein. Il y a un mécanisme culturel, anthropologique assez étrange, peut-être lié au capitalisme, je ne sais pas, mais nous, c'est le phénomène inverse. En Occident, on a une sainte horreur, je vais quand même employer le terme, une sainte horreur de l'inceste, au point où il y a inceste tous azimuts avec toutes nos cousines, même les plus éloignées. Et ça interdit également les échanges de clan à clan. Parce que logiquement, entre deux clans, si vous avez des échanges de femmes, vous allez avoir des recoupements. C'est-à-dire que dans vos grands-parents, vous allez avoir un grand-père d'un clan et l'autre d'un autre clan. Bon, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas compliqué, mais sachez qu'en Occident, par rapport au phénomène de l'inceste, à notre horreur pour l'inceste, il y a le phénomène de dislocation des clans et ça se traduit politiquement par de l'individualisme. Vous me suivez ? Si vous ne me suivez pas, vous revenez en arrière dans la vidéo et puis, au lieu de l'écouter en accéléré, vous la passez au ralenti. Pourquoi, d'après vous, cette société est sexualisée à 300%? Pourquoi, au niveau des publicitaires, au niveau, à tous les niveaux, il y a toujours, in fine, une connotation sexuelle derrière? Pourquoi est-ce pour flatter nos bas instincts? Est-ce que quelqu'un a une réponse? Je sais pas, quelqu'un a une réponse? C'est une bonne question, mais...
casser la morale chrétienne. J'entends que ça fait vendre, que ça fait casser la morale chrétienne, je sais pas. Ça, monsieur, je sais. Laisser les interdits, je sais pas. On doit en faire le constat, mais comment? Non, mais bon, vous avez raison. Je sais pas, Il faut nous ramener à l'état de troupeau. Mais en tout cas, il faut le constater, c'est déjà bien. Et alors après, une fois qu'on l'a constaté, c'est très difficile à déplorer d'ailleurs. Parce que c'est très délicat de paraître comme un père la pudeur, vous voyez, ou une mère la pudeur. La pudibonderie, c'est mal vu. Hein. Donc moi j'aurais tendance personnellement à essayer de déplacer ça sur le terrain politique. Mais bon, on peut aussi faire de la philosophie politique, hein, vous savez, c'est dans nos traditions, hein, j'allais dire indo-européenne, mais ça fait un peu arien, alors je vais encore avoir des problèmes. Mais c'est chez Platon. Vous savez, l'homme, c'est de l'anthropologie politique, c'est-à-dire que l'homme est découpé en 3 ou 4 niveaux. Hein, il y a les pieds, où là c'est vraiment plus rien du tout, quoi, c'est l'esclavage. Il y a en dessous de la ceinture, où là c'est la production, mais il y a le cœur, c'est l'émotion, et puis après il y a le cerveau, c'est la tête. Et c'est une stratification qui correspond aussi à une organisation sociale. C'est-à-dire qu'il faut qu'au sommet, on ait l'intelligence et la raison, la logique et la morale. Il faut qu'on ait la vaillance, le courage et le cœur, c'est-à-dire en fait les vertus guerrières et qui ne soient pas aux commandes non plus. Les vertus productives, c'est plutôt le commerce. Hein. C'est plutôt le commerce. La production, c'est le commerce. La production et la reproduction. Hein. Et donc la sexualité fait partie quand même de l'instinct de reproduction et de production. Bon. Donc il faut que les choses soient en place. Et puis il y a chez Platon cette idée d'un cycle, hein, parce qu'il était païen. Hein, donc vous savez que c'était l'idée qu'il y a une roue, et les sociétés passent par les 3 stades, c'est-à-dire qu'on a d'abord la monarchie, puis ensuite on a le stade, je crois que c'est l'aristocratie, hein, ou c'est la caste militaire, c'est la junte, hein, Puis ensuite, on a le stade marchand, c'est la démocratie. Et puis à la fin, c'est l'anarchie. C'est l'anarchie qui débouche dont le chaos débouche sur un retour à l'ordre. Voilà, et puis ça tourne comme ça, indéfiniment. Bon. Alors nous, on est dans une perspective qui est post-incarnation. C'est-à-dire, vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Dieu est venu dans le temps. Il s'est incarné, il est entré dans l'histoire. Et donc il fait l'histoire, hein, directement. Et depuis lors, on est sorti du cycle, hein, ce que les hindous cherchent à faire, sorti de la roue. Et donc on a une vision qui est maintenant linéaire, où on a une époque. Alors il y a certains qui sont millénaristes, hein, qui pensent qu'il va y avoir une bataille qui va donner lieu à un âge d'or, mais ceux-là pensent aussi que même cet âge d'or, il aura une fin, et après ce sera la fin des fins. Bon, donc là on rejoint, si vous suivez un peu ER et Alain Soral, vous avez l'habitude de le faire, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir sortir de l'hyperspécialisation, hein, et savoir sortir des disciplines académiques et de leurs œillères. Et il y a des recoupements à faire entre la sociologie, l'anthropologie, l'histoire, l'économie, la religion, le droit. Et voilà, je ne sais pas si je vous réponds, mais voilà, par rapport à... Enfin, tous les textes, alors vous me parliez des textes sur la morale, c'est intéressant tout à l'heure votre question, parce que tous les grands textes religieux fondamentaux font mention pour la fin des temps d'une partouze générale, quoi. C'est pire qu'une partouze, c'est le stade étaérique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a plus de... Là, c'est antispéciste. C'est-à-dire que l'homme devient un animal, l'animal devient un homme, tout le monde participe, les animaux, les trucs. Ce qui s'observe, hein, dans certains cas. Hein. Je ne vous ai pas parlé de tous mes dossiers, hein, mais moi j'ai eu des dossiers, faut s'accrocher. Hein. C'est-à-dire que vous avez effectivement les enfants, et là c'était des enfants, hein, 6 ans, 8 ans. Hein. Vous avez l'oncle, vous avez le père, hein, et vous avez le chien. Bon, ça existe. Oui, bah c'est avec ça qu'on est confronté. Là, c'est pas... Enfin, le cas que j'ai eu, c'était pas un réseau. Hein. C'était sordide.
c'est à base d'alcool, à base de misère sociale, d'isolement, de chômage, de cloisonnement, de handicap, de tout ce que vous voulez. Alors on va dire je suis handiphobe, mais c'est vrai que bon, tout ça c'est un monde quoi, qu'on connaît rarement. Je veux dire, j'ai la chance de pouvoir encore, enfin je l'aurais au moins été presque 10 ans si jamais je suis radié bientôt, mais ce sera suffisant, j'ai eu ma dose, mais bon, après si je tiens, je serai avocat jusqu'à la fin de mes jours, hein. Moi c'est comme Faurisson, hein, je vais travailler jusqu'au bout. Et ça nous donne une fenêtre extraordinaire hein, sur la société. Alors c'est peut-être un peu déformé parce qu'on voit le pire, mais ça donne quand même une bonne vision. Hein. Puis je crois que c'est important de voir le pire. Hein. C'est les cas limites. Oui, bonjour madame. Sur l'inceste. Oui. Sur l'inceste. Oui. Comment défendre son enfant sans être désenfanté contre un père qui viole sa fille de 3 ans et demi. Vous voulez dire si vous êtes la mère? Je suis la grand-mère. La grand-mère. Et qu'est-ce que vous entendez par désenfanté? Parce qu'elle ne fait pas les représentations au père. Elle ne fait plus les représentations au père. Elle a fait des révélations asservatives par les individus. Le père, c'est votre fils ou c'est la fille? C'est mon gendre. C'est votre gendre. Le père. Et donc, les désenfantés, c'est-à-dire qu'on va lui en... C'est un peu psychanalytique? Non, c'est du c'est jargon? les non-représentations d'enfants. Les non-représentations d'enfants. Oui, non, mais vous voulez dire par là que le père n'aura plus la possibilité, dites-vous, de visite et d'hébergement? Pour l'instant, il a gardé ses droits. Oui. Mais comme ma fille ne lui donne plus, oui. il ne fait plus de représentation. Oui. Suite aux révélations qui se sont D'accord. asservatives dans les associations, par les associations. D'accord. Ça évoque plusieurs choses, si vous voulez que je réponde. La protection de l'enfance, tout ça, Bien sûr. le psychologue, bien sûr, bien sûr. parquet, soit que sa parole est asservative, ou alors elle a des fantasmes. Elle a 3 ans et demi. Hein. Bon, je ne sais pas si je vais vous répondre. Je vais essayer. Je vais essayer, madame, de vous répondre au sens... Oui, c'est bon, j'ai compris. Non, je vais vous répondre, madame. Et pardonnez ma nervosité, je dois vous confier que je suis volontaire pour gérer toute une série de dossiers, mais en général, les problèmes d'enfance, j'ai du mal. Et je ne suis pas volontaire. Mais j'en ai eu, je connais le problème. Alors, voilà. Théoriquement, d'après la loi, on ne peut pas priver, c'est la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, appliquée par la Cour de cassation française, par les cours d'appel, par les tribunaux, par les gendarmes, on ne peut pas priver un père de rapport, alors pas de rapport sexuel, hein, mais de rapport humain, disons, de rapport de paternité avec ses enfants. On peut lui interdire l'hébergement de ses enfants. On peut. On peut lui retirer l'autorité parentale. Non, mais ne me coupez pas pour des histoires que je connais par cœur ce genre de trucs, c'est des dossiers. Non, mais c'est pas la peine, madame, je connais ces histoires de pension, de machin. C'est pas le problème. J'essaie de vous donner une réponse. Après, vous m'écoutez si vous voulez. Mais c'est la seule réponse que je peux vous donner, qui sont des sortes de clés, si vous voulez, pour essayer de comprendre comment ça fonctionne. Vous voulez? Mais vous voulez pas, je crois. Si, je peux bien, bon, je réponds pour les gens. Je ne vais pas redonner ma petite fille à son père. Bon, mais j'ai pas fini, vous me laissez pas finir. C'est quand même scandaleux, ça. Je me déplace à Toulouse exprès et vous me laissez pas parler. Non, non, mais j'ai pas fini. Oh. Bon, donc c'est comme ça. C'est comme ça. Si on a un père de famille qui serait Hannibal Lecter, vous connaissez Hannibal Lecter, on lui met un masque avec une grille parce que sinon il mange les gens. Bon. Un père de famille qui aurait dévoré l'un de ses 4 enfants, qui aurait violé l'autre, qui aurait... bon, ça n'empêche que même derrière une vitre blindée,
avec une camisole, il a le droit de voir ses enfants et ses enfants ont le droit de le voir. Bon, ça c'est la théorie. Alors je sens que vous avez compris que c'était ma réponse, elle ne vous plaît pas, je n'y peux rien. C'est comme ça. Ça c'est l'état du droit. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ensuite, les problèmes de famille, avec les problèmes d'inceste, que j'ai déjà vu des dossiers comme ça, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il y a de compliqué qui s'ajoute à tout ça? C'est que l'arrivée du juge, l'arrivée des médiateurs et des institutions de protection de l'enfance, etc., font voler en éclats la famille. Si vous avez, mettons, 4 enfants, en bas âge, hein, dont un qui vient de naître, mettons, et que le père, d'un seul coup, il est accusé de pédophilie sur l'un des enfants, eh bien, la famille explose. La femme se retrouve seule, peut-être qu'on va placer un enfant ou deux, le père, on va lui interdire, par contre, là, pénalement, les contacts, au moins provisoirement, et c'est une double et une triple catastrophe, tout ça pour ne pas avoir fait attention. Fait attention. Alors, j'ai envie de vous dire autre chose aussi, madame. C'est qu'il y a un problème qui arrive souvent, qui est lié peut-être justement à la perte de vitesse de la morale chrétienne. Parce que ce que nous disait la morale chrétienne, c'est que nous sommes imparfaits. Nous sommes faillibles, nous sommes des pécheurs, nous sommes mal fichus. Voilà. Nous sommes des tarés en somme. Nous ne sommes pas finis. C'est le péché originel. Nous avons à nous reconstruire. Bon. Et ça permet de jeter sur l'ensemble de l'humanité, même les gens qui présentent bien, toujours un soupçon et une méfiance. Et même que les gens aient... La police sexuelle, ça commence déjà par soi-même. C'est déjà que les gens aient une méfiance vis-à-vis de soi-même. C'est extrêmement dangereux d'avoir forgé l'image satanique, finalement, du pédophile, avec des pieds de bouc, une verge animale, des cornes, etc., qu'on ne voit pas dans la réalité, et de s'imaginer toujours que le pédophile, c'est le fou, l'autre, toujours l'autre. Bon. Et moi, tous les cas que j'ai vus, c'est des cas où c'était la surprise. Personne, les amis, mais pourtant il est gentil, mais pourtant il rend service, mais c'est un bon père, et même des fois le coupable lui-même, qui dit « je ne comprends pas ce qui m'est arrivé, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui s'est passé », vous voyez ? Donc, bon, ça pour votre cas, c'est trop tard, le mal est fait. Mais... Non, mais je ne vais pas traiter un dossier en particulier. Ah oui, c'est dans le cadre là, oui. Il a eu le divorce à 7 heures. Oui. Oui, c'est encore un problème. Non, mais je comprends. C'est encore un problème du divorce. Non, mais c'est aussi le problème du divorce avec l'hébergement. Effectivement, vous avez raison, il y a cette donnée-là. C'est la fille unique qui visite son père. Bon, voilà, tous les 15 jours ou parfois même tous les 3 mois. Un père, voilà, avec ce que je vous dis, c'est-à-dire, je sais pas moi, peut-être qu'il est drogué, alcoolique, je sais pas moi, peut-être que, enfin, bref. Et c'est pareil pour le problème des prêtres, je veux dire, c'est pas parce que le type c'est un prêtre qu'il faut lui donner le bon Dieu sans confession, justement, parce que le prêtre aussi, il se confesse. Hein. C'est quand même incroyable, ça, les gens, ils s'en remettent comme ça, c'est une grave erreur. Et je profite, puisqu'on me pose pas la question, je donne quand même la réponse. Je précise que l'Église est impeccable. Là, ça fait toujours choquer les gens, mais l'Église ne peut pas pécher. L'Église ne peut mal faire. Jamais. Quand vous avez un pape qui dit des conneries, il ne les dit pas en tant que pape, il les dit en tant qu'être humain. Vous aviez au Moyen-Âge un grand canoniste, je crois que c'est Ostensis, je cite de mémoire, je crois que c'est le XIIIe siècle, je crois que j'en ai parlé, je crois que je le cite dans mon ouvrage. Il donnait comme exemple le cas d'un pape
qui forniquerait sur l'autel avec sa concubine. Vous savez, l'autel, c'est la table du sacrifice. Bon. Et il commet l'acte avec sa concubine sur l'autel. L'Église n'en est pas souillée. Pas du tout, pas du tout. C'est lui qui pêche, c'est pas le pape. Il faut arriver à faire la séparation entre le pape et l'homme, ou entre le prêtre et l'homme. Comprenez ? Ce sont deux choses radicalement différentes. Question suivante. Mais dans ce cas-là, il ne salue pas la fonction. Non, la fonction est impeccable. On ne peut pas salir une fonction. Ça n'existe pas. Enfin, moi, je vous parle en tant que juriste, disciple d'un droit hyper sophistiqué. Hein. Je ne vous parle pas du droit de Nuremberg, où là, justement, on a accusé l'État en tant qu'État d'être responsable des massacres et des génocides, alors même que l'État, et l'Église d'ailleurs, s'est construite pour éviter les massacres et les génocides. C'est ça le bon, mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Je vais pas faire comme l'un de mes clients, systématiquement toujours tout ramener aux chambres à gaz. Il faut quand même que j'évite. Je pose une question qui n'a absolument rien à voir. Si on imaginait aujourd'hui, admettons, une femme, je sais pas, une trentaine d'années, qui serait, je sais pas, mettons, prof, et qui sortirait avec son élève qui aurait 15 ans. Qu'est-ce qui se passerait pour elle ? Alors, la question m'a été posée parce que... Elle m'a été posée récemment, c'était... Bon, on va pas cacher, c'est le cas Macron. Hein, bon. Mais c'est un cas célèbre. Alors, là d'ailleurs, il y avait eu un petit manque de respect à mon égard, parce que moi j'avais parlé encore une fois entre juristes héritiers d'un droit hyper sophistiqué. Et il faut tenir compte de ce que les tribunaux... la décision d'un tribunal n'est pas toujours l'expression de ce que moi j'appelle le droit, c'est-à-dire l'alliance de la morale et de la logique. Bon. En l'occurrence, il faudrait faire bien des distinctions. Vous avez le professeur et l'élève. Alors, est-ce qu'il a plus de 15 ans ou... Alors, il a plus de 15 ans, admettons. Hein, bon. Donc, alors effectivement, on est dans le cas où la loi sanctionne. Alors là, on retrouve les fonctions et dans le cadre de l'exercice de ces fonctions. Hein. Alors, on laisse tomber le cas, parce que c'est aussi le problème que Freud avait expliqué comme étant le problème du transfert. Il disait, et c'est valable je crois pour tout médecin et pour tout professeur en général, c'est le professeur peut-il coucher avec ses étudiants ? Ou bien le psychanalyste peut-il coucher avec sa patiente ? Vous savez, la patiente, elle est là, on lui a dit tu peux tout dire. D'un seul coup, elle est là, elle lâche, prends-moi. Bon. Et le psychiatre, ouais, j'arrive, boum. Et bon, voilà, non. Freud disait nein, parce qu'il était germanophone. Hein. Donc, verboten. Achtung, verboten, nein. Bon. Pourquoi ? Parce que ça démolit complètement le rapport thérapeutique et ça détruit le rapport d'enseignement. Je veux dire, si vous commencez à être dans des rapports de couple, d'avoir couché avec un élève, ça va être difficile après pour vous de corriger sa copie, de lui mettre des sales notes, de le reprendre s'il y a des problèmes de discipline, ou de lui dire que c'est vous qui avez raison et qu'il faut qu'il la ferme. Vous imaginez ? Bon, c'est compliqué. Dans les deux sens, hein. On pourrait prendre le cas d'un professeur avec son étudiante. Je veux dire, bon, je pense qu'il n'aura pas la loi longtemps. Bon, et il y a eu des tas de cas comme ça, de scandales dans l'université, y compris, hein, avec des... Enfin bon, je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on peut voir partout autour de soi. Mais donc voilà. Donc normalement, la loi interdit. Mais néanmoins, le droit français est quand même assez ouvert. Et ce qu'il interdit, c'est exclusivement l'abus. C'est important. Donc en réalité, il faut condamner l'abus. Alors moi, les exemples d'abus que j'ai en tête, c'est le professeur ou la professeure, dans votre cas, qui systématiquement retient à l'étude un étudiant. Tout le monde peut sortir, tout le monde peut aller dans la récréation, mais il y en a un autre, non. Il reste, il a son petit cours particulier, ou bien il est systématiquement convoqué dans le bureau. Vous voyez ?
Et puis il faut qu'il s'approche pour lire de plus près. Enfin, vous voyez, ça c'est de l'abus, ça. Hein. Il faut, alors, mais le droit français n'interdit pas l'amour. Il n'interdit pas la séduction. Enfin, encore que c'est très compliqué, parce qu'il ne faut pas non plus que le professeur abuse de sa position. C'est très séduisant, un professeur. Pour certaines personnes, parce que c'est comme là, je veux dire, je suis une figure de père pour vous, quelque part, enfin, en tant que conférencier. Il faut pas se le cacher. Je suis une figure paternelle. Mais le conférencier, d'ailleurs, tous les 68 arts ont horreur des conférences. Il ne faut pas que ce soit comme ça. Non, il faut que je sois assis par terre au milieu de vous. Et on est tous en cercle. Et puis d'abord, il n'y a même pas d'enseignement. La parole va, vient, et on fume. Bon. Donc, non mais, voyez dans quel monde un peu, j'essaie de restructurer. Nous intervenons je vous dis, on n'est pas au milieu des ruines, on est en phase d'effondrement. Vous voyez, il faut comprendre ça. Et d'ailleurs, pour cet ouvrage, j'ai eu à travailler sur les ouvrages qu'avait écrit, c'est Scherer, il s'appelait, je crois. Alain Soral l'a cité, et je crois que je l'ai cité également. Et c'était quelqu'un c'est un 68 arts, qui a eu des gros problèmes de pédophilie. Parce qu'il était dans la pédagogie, soi-disant, socratique, quoi. En gros, pour faire comprendre les choses à ces jeunes élèves, il fallait coucher, quoi. Hein, parce que ça les éveillait, ça. Il y a des cas vraiment complètement dingues. Après, on retrouve les problèmes anthropologiques plus largement d'initiation. Je vous rappelle qu'il y a des tribus qui ont des rites très bizarres. Et ça n'a pas l'air de susciter votre curiosité. Si ? Non. Le micro, mais... vous voyez, ma théorie des nombres, ça ne sert à rien d'inviter 50 personnes parce qu'il n'y en a toujours que 4 qui parlent. Mais ça ne me gêne pas. Je ne suis pas contre. Vous voyez, j'ai une vision fasciste de la conférence. C'est-à-dire, il y a une élite qui participe. Bonjour maître, bonjour monsieur, merci pour cette conférence déjà. C'est moi qui vous remercie. Je voudrais revenir sur le discernement. En fait, c'était une condition sine qua non pour le consentement. Oui. Mais le discernement, déjà, est-ce que c'est possible que des personnes intègrent gérer le discernement? Qu'est-ce que c'est bien sûr. Ça veut dire qu'ils ne pourraient jamais donner leur consentement? C'est un critère médical. C'est un critère médical. Le discernement, c'est le fait d'un esprit, je ne sais pas comment on dit, d'une intelligence, quoi. C'est l'intelligence. C'est la possibilité de dire oui ou de dire non, quoi. C'est d'avoir les moyens de choisir. Je dirais, c'est le libre arbitre. C'est très théologique, hein, comme je vous dis. Nous sommes les héritiers d'une étroite collaboration médiévale entre les théologiens et les juristes. Et un droit, nous sommes héritiers, et eux-mêmes étaient les héritiers d'un droit romain qui était le fruit d'une étroite collaboration entre les philosophes et déjà les théologiens et également les juristes et les grammairiens. Vous voyez ? Donc oui, c'est tout simplement la liberté. La liberté, c'est savoir dire non, pouvoir le faire, pouvoir dire non. Bon, un enfant de 5 ans, il ne peut pas dire non. Vous lui dites fais ça, prends ça, attrape ça, il attrape, il joue. Hein, comme nous disait quelqu'un qui savait de quoi il parlait, il me dit ce qui est terrible avec un pédophile, c'est qu'il joue avec l'enfant, souvent. L'enfant joue avec lui, vous comprenez ? Et dans le jeu, comment voulez-vous que l'enfant il perçoive la limite entre attrape mon doigt et... Ben oui, mais c'est la réalité des choses. Hein. C'est comme cet autre dossier où le client soutenait mordicus, et je ne sais pas comment les juges, moi c'était mon client, moi, je lui pouvais rien, mais je ne sais pas comment les juges ont accepté le truc, et ils continuaient à dire que c'était son pouce. C'est triste, hein, c'est dramatique. Vous parliez tout à l'heure de la pédophilie sataniste. Et alors, je voulais savoir si, dans vos dossiers ou dans vos confrères, vous auriez des éléments concernant des réseaux pédophiles, que ce soit en France ou en Europe. Parce qu'on voit bien que, donc, du temps de Paul Bénédicte, apostrophe, vous avez sur Nice qui disait l'enfant peut jouer avec, etc.
Jack Lang, bon, qui avait été... Luc Ferry avait dit je connais un ministre qui a joué au Maroc avec des petits-enfants. Bon, c'est Luc Ferry, même s'il n'y a pas dit. Frédéric Vétéran également. Donc, est-ce que vous avez des éléments concernant des réseaux pédophiles? Et puis également des enfants qui disparaissent en France. On ne trouve jamais la trace, nous savons où ils sont passés. Est-ce qu'ils ne pourraient pas alimenter des réseaux pédophiles? Non, j'ai pas d'éléments. C'est un domaine extrêmement compliqué, extrêmement périlleux. Et Alain Sora l'a rappelé, j'ai dit tout à l'heure que nous étions tous pécheurs et qu'il fallait faire attention à ceux qui se présentent comme étant les anges du Seigneur, hein, ou les armées de l'archange Saint-Michel. Faire attention à ça, hein, les gens qui se présentent comme des templiers un peu. Hein. Bon. Je dis ça parce que les seuls petits... Enfin, je ne trahis pas le secret de la confidentialité en vous disant ça, mais j'ai été approché par des gens en qui j'ai pas eu confiance, par exemple, vous voyez, des gens qui prétendaient avoir à me confier des vidéos qui venaient d'un magistrat. C'est-à-dire c'est un magistrat qui, par leur intermédiaire, voulait me passer des vidéos secrètes de dossiers en lien avec Dutroux, etc. Quoi. Bon, moi j'ai dit, si vous voulez que je m'occupe du dossier, il me faut un client. Moi je ne travaille pas sans client. Ça, c'est la base d'un avocat. C'est comme un psychiatre qui travaillerait sans malade, ou un médecin qui travaillerait sans malade, vous voyez, ou un professeur qui ferait de l'enseignement sans étudiants, enfin, je veux dire, c'est inconcevable, quoi. Donc, je n'ai jamais... à part ce contact-là, qui avait très vite tourné court, parce que j'ai dit aux gens ils m'ont dit, oui, mais la victime, elle peut pas... Enfin, c'est quelqu'un qui est connu, d'ailleurs. J'ai dit, mais il a qu'à venir me voir. Non, il est trop sensible et tout. Bon, bah, s'ils estiment que je suis trop violent pour pouvoir m'occuper de la personne, c'est que je ne suis pas le bon avocat. Donc, moi, je n'ai pas, pour l'instant... Après, j'ai eu des problèmes... De dossiers, effectivement, si, ça m'évoque un autre dossier, mais c'était une bataille difficile et finalement la personne a préféré changer d'avocat parce que c'était long, c'était compliqué. Le problème, c'est que, si vous voulez, la justice est à son rythme. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Je disais récemment à une cliente que, pour prendre une formule un peu évangélique, biblique, 4 mois sont comme un jour. Mais c'est vrai que il y a un rythme de l'institution judiciaire qui d'ailleurs tend à devenir de plus en plus lent au mesure que ça s'engorge, comme on dit. Vous voyez ? Donc le problème, c'est que l'enfant victime ou la situation dramatique, elle va beaucoup plus vite que la justice. C'est-à-dire que quand vous faites un signalement de problème, j'ai un cas, par exemple, il y avait un problème, l'enfant avait 11 ans. Mais quand le juge s'est réveillé, elle avait déjà 12 ans et demi. Et quand le procès est arrivé, elle avait 14 ans. Vous voyez ? Et si en plus on a l'appel pouvant en cassation, la personne, elle est majeure et elle a traîné ça pendant toute sa jeunesse en plus. Hein. Bon. Et alors pour les enfants, c'est encore pire. Vous avez un enfant de 3 ans, si la procédure, le placement, les machins, les recours, les batailles d'avocats, d'experts, de trucs, de contre-respect, ça, il faut compter au minimum 5 ans, si ce n'est 10 ans. Bon, des gens, ils ont déjà 13 ans, quoi. Ça va vite, hein, quand même. En fait, c'est ça qu'on prend conscience de ça aussi, c'est que l'être humain, il est pubère très vite, finalement. Et après, ça dure longtemps. Je pense, bon, pour préconiser quelque chose, pour avoir un programme quand même, parce qu'il faut ressortir d'ici quand même avec un petit espoir. Alors, moi je pense qu'il faut restaurer non seulement cette restauration à laquelle beaucoup pensent, hein, mais surtout la première des restaurations, lisez Monseigneur de Lassus, hein, on a l'Église, on a l'État, mais surtout la base de la base, c'est la famille. Et la famille, c'est pas papa-maman, et c'est pas la famille décomposée, et c'est pas la mère avec ses petits. Non, la famille, c'est un corps politique. C'est un clan, mais c'est un clan qui est fondé sur les liens du sang, voilà, du sang versé, du sang reçu, voilà, c'est quelque chose de solide. Bon. Et notamment toutes ces affaires familiales, de garde d'enfants, de divorce,
La justice n'est pas compétente en réalité pour gérer ces choses-là, c'est un véritable drame. Et le fait qu'on ait des lois sur la protection de l'enfance, un code civil qui est bourré j'allais dire de saloperies, c'est-à-dire de bêtises sur ces questions-là, hein, dont sont victimes les êtres humains, hein, les petits... Je me mets à parler comme Chouard. Mais ça, c'est simplement... Ça participe de la destruction révolutionnaire et anarchiste de la cellule familiale. Mais je vous dis ça, on est en plein révolte des Gilets jaunes. Dans les Gilets jaunes, vous avez peut-être 3% de fascistes, et tous les autres sont anarchistes. Ils veulent détruire la famille, détruire l'Église, détruire l'État. Donc, il y a quand même une prise de conscience. Il faut qu'ils comprennent. Moi, j'ai un message pour les anarchistes. La première cellule communiste, c'est la famille. Voilà. C'est là qu'il faut un Comintern, des soviets, un Staline, un goulag même. C'est à l'intérieur du clan familial. Voilà. Et puis ensuite, la vie politique, c'est un problème d'échange. C'est pas l'autarcie, et c'est un problème d'échange d'empire à empire et de constitution d'un État. Excusez-moi, j'ai l'air peut-être de dévier, mais simplement je vous parle par rapport à toutes nos expériences récentes, hein, y compris nos expériences sur toutes ces questions de crimes contre l'humanité, d'antisémitisme et tout ça. Hein, c'est un tout. C'est un tout.